La suite du Grand Journal de Radio J, écoutez sur notre application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Jean-Michel Descugis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au Parisien et vous êtes le co-auteur avec Pauline Guéna et Marc Longplongeon d'un livre intitulé La Poudrière, paru chez Grasset. Je le montre à la caméra devant moi pour ceux qui nous regarderont tout à l'heure sur YouTube. La Poudrière, ou une enquête fouillée sur les tréfonds de l'ultra-droite, dont vous démontrez que son influence s'étend bien au-delà de son cercle de quelques 3000 membres actifs. Qu'est-ce qui distingue cette ultra-droite, cette droite qu'on dit hors les murs, de la droite classique, en l'occurrence des membres du Rassemblement national ? La définition de l'ultra-droite, c'est les services de renseignement qui l'ont donné. C'est tout ce qui est en dehors du champ politique. Tout ce qui est en dehors, entre guillemets, de la démocratie. Des gens qui sont radicalisés et qui pensent pouvoir renverser la République, ou en tout cas espèrent un jour le grand soir. Voilà. Et qui ne cherchent pas forcément de représentants sur l'échiquier politique partisan. C'est ça, ce sont des groupuscules ou des individus qui sont en dehors du champ politique. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'ambition à terme pour conquérir ce pouvoir, justement ? Ça ne passera pas, en tout cas, par les urnes pour eux. Après, il y a une porosité avec le Rassemblement national, même s'il y a eu un effort, ou en tout cas une volonté de dédiabolisation au niveau du RN, enfin du FN puis du RN. Malgré tout, il y a une porosité, et on voit quand même qu'il y a des militants de l'ultra-droite qui parfois finissent à militer au Rassemblement national et même être élus. Il y a l'exemple d'Anis, il y a des exemples. Après, Génération Identitaire, par exemple, qui peut avoir une influence aujourd'hui une influence auprès de Marine Le Pen, par exemple. Oui, et puis ils ont fourni un certain nombre d'éminences grises, ou en tout cas des jeunes militants qui sont allés dans les cabinets de maires, de RN ou de députés. Et qui se forment donc à l'exercice du pouvoir, finalement. Exactement. Et puis, il y a aussi, effectivement, ils font de l'agit propre, les générations identitaires. On voit bien que, d'ailleurs, quand il y a eu cette menace de dissolution, le Rassemblement national est monté au créneau pour les défendre. Alors l'ultra-droite est une mouvance au sein de laquelle, écrivez-vous, s'agrègent tout un tas de groupuscules. Vous écrivez que le logiciel commun de ces groupes, leur dénominateur, le dénominateur qui les unit, c'est la haine de la globalisation. Pourquoi la voit-il comme une menace ? C'est la haine de l'autre, c'est la possibilité de voir, selon eux, le grand remplacement, la remigration, des phénomènes qui pointent pour eux une population étrangère qui en remplacerait une européenne ou française. C'est ça le danger pour eux de la globalisation. Et là, ils se retrouvent tous. Autant il y a des groupuscules et des mouvements qui sont assez antagonistes et même qui se détestent les uns envers les autres. Ils se retrouvent sur cette problématique-là, unis contre l'étranger, entre guillemets, et contre la globalisation. L'idée que la nation française, l'identité française serait menacée. Menacée par le péril, aujourd'hui islamiste. C'est ce qui rassemble tout le monde. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que vous écrivez que vous incitez sur la manière dont les haines anciennes croisent finalement les détestations plus contemporaines. L'antisémitisme a toujours cours au sein de ces groupes, mais écrivez-vous, il est moins vivace que la haine des musulmans. Comment s'est faite cette évolution ? Je pense que les attentats ont joué un rôle important. On voit bien qu'il y a eu plusieurs dates qui ont marqué et qui ont provoqué, on va dire, des représailles contre la communauté musulmane. Et donc les attentats de janvier 2015, les attentats du 11 novembre, Nice...
il y a eu, après tous ces attentats, une recrudescence importante. Et là, effectivement, le péril islamiste est devenu presque une obsession pour certains. Et c'est là qu'on voit aussi la création de groupes clandestins qui sont apparus, qui n'ont pas été repérés tout de suite, et qui ont même eu des projets d'attentats qui n'ont pas abouti, qui ont été démantelés avant, mais où on voit qu'un groupe, par exemple, comme AFO, les forces... Action des forces AFO, je sais plus. Bon, on cherchera. Désolé. Et donc, ils se sont créés en 2017, enfin en 2015, il y a eu une création de ce groupuscule qui est resté pendant longtemps très clandestin. Et ils avaient des projets d'attaque contre les musulmans, contre les islamistes. Parce que pour eux, le péril islamiste, ça veut dire le péril musulman. Il n'y a pas de distinction entre. De toute façon, c'est pas nous qui le disons, hein, mais il y avait eu l'ancien directeur général de la sécurité intérieure, Patrick Calvar, qui, lors d'une commission de la défense, avait dit qu'on allait vers une confrontation, un affrontement entre l'ultra-droite et les musulmans, pas les islamistes, les musulmans. Et on voit bien que dans les projets de ces gens, il y avait l'empoisonnement, par exemple, de Barket Halal. Aussi de s'en prendre à des imams, et pas forcément des imams pouvant être modérés. Et ce qui est très inquiétant, on n'est pas dans le profil du skinhead tatoué, le facho nazi qu'on pouvait connaître. D'ailleurs, vous décrivez un peu le portrait robot de ces jeunes. Oui, c'est pas des skinheads, quoi. Des gens insérés qui viennent des forces de l'ordre ou qui sont d'anciens retraités, des gendarmes, des policiers. Des militaires. On a bien la tête pensante était un numéro 2 de l'ambassade d'une ambassade à l'étranger, de France à l'étranger. Bon, donc c'est ça qui est inquiétant. C'est à la fois des créations comme ça de groupuscules, de survivalistes, de gens qui veulent prendre les armes et qui pour défendre leur patrie. Et qui sont armés, organisés, qui arrivent à communiquer de façon confidentielle et qui voilà. Ça, c'est tout à fait nouveau. Jean-Michel Descugis, ce livre démarre avec le cas d'un certain Aurélien C., arrêté à Limoges en mai 2020 par la Direction générale de la sécurité intérieure. Cet homme est accusé d'avoir cherché à commettre un attentat contre la communauté juive. Dans quelle mesure le passage à l'acte, à la violence, est désormais considéré comme un recours de plus en plus envisageable pour ces groupes ? Mais les services de renseignement craignent, c'est l'individu isolé, ce qu'on appelle un peu le loup solitaire, même s'il n'est jamais totalement solitaire, évidemment, et qu'il a toujours des contacts avec d'autres gens. C'est ce type qui appartient à un groupe et va s'en détacher parce que le groupe, finalement, n'est pas assez radicalisé et qu'il va passer à l'attaque. Et là, c'est exactement le Chapeau. C'est-à-dire que Chapeau, c'est quelqu'un qui était militant. Hein. Il a été militant, il a milité, et puis il s'est radicalisé seul dans son coin, par Internet, et c'est ça qu'ils craignent, c'est ce loup solitaire et ce terreau qui existe aujourd'hui, qu'on appelle la fachosphère, et qui peut, par Internet, parce que c'est ça qui est très nouveau, c'est que, on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le nombre de militants, d'activistes à peu près stable, même si pour nous il est sous-évalué, mais c'est quelques milliers. Et là, aujourd'hui, il y a une caisse de résonance par Internet et l'ultra-droite a su très vite et très tôt s'accaparer de la toile et a réussi, si vous voulez, à avoir une caisse de résonance avec des centaines de milliers de personnes qui suivent au quotidien ces sites. Il y en a un qui s'appelle Démocratie participative, qui est éminemment haineux et dangereux, etc., qui sans arrêt est interdit, condamné, son leader est condamné, il vit au Japon, et on peut rien faire. Et il revient chaque fois avec des URL. Une fachosphère qui compte par ailleurs des connexions internationales.
journal, vous insistez notamment sur la Casa Pound italienne, une organisation à la fois antisémite, antisioniste, pro-Assad et pro-chiite. Quelle influence a-t-elle en France ? Mais c'est un modèle pour l'ultra-droite française, hein, puisque ils sont arrivés, il y a eu on a essayé de copier, plusieurs groupuscules ont essayé de copier ce qu'ils faisaient avec une action sociale envers les plus démunis, etc. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées à Rome, pour pas le nommer, Logan Jean, par exemple, qui est à Rome aujourd'hui, qui est l'ancien leader du GUD et qui a quitté la France pour aller à Rome et se rapproche de Casa Pound. Voilà. Et parce que c'est un modèle de ce qu'il faut arriver à faire pour arriver presque au pouvoir, quoi. La Poudrière, une enquête importante à lire, parue chez Grasset. Merci beaucoup Jean-Michel Descugis d'avoir été mon invité. Merci à vous. À très bientôt. Votre interview est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.